bonjour à tous avec la queue du chat, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder mes vidéos YouTube pour savoir où j'en étais pour vous faire un update lecture du mois de juillet. Sauf que je me suis rendu compte que mon dernier update lecture datait du mois d'avril. Donc j'ai mai, juin, juillet à vous faire. Donc autant faire un update lecture printemps-été. Donc cette vidéo, c'est pas un update du mois de juillet, mais bien un update du mois de mai, juin, juillet. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que j'oublie de vous le faire. Après, de mai à juillet, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 livres. Ça fait un peu beaucoup pour vous en parler. Désolée, cette vidéo sera longue. Donc c'est parti pour vous parler déjà de ma lecture du 6 mai 2025. Il s'agissait de Les femmes de science vues par une ado un peu vénère de Natacha Quentin. Et du coup c'est un service presse de Lizzie, donc les éditions de livres audio, qui m'a envoyé du coup ce livre-là en audio et j'ai adoré. À la base c'est un roman en jeunesse, enfant, qui vient des éditions Le Poulpe Fiction, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Le Poulpe Fiction. Et j'ai adoré parce que déjà, ce que j'aime bien dans Lizzie, c'est qu'ils mettent vraiment en scène le livre. Donc on a différentes voix où par exemple, là c'est Amandine Longéac qui a lu et donc elle faisait vivre les personnages de façon très différente. Dès que son ton de voix changeait, je comprenais immédiatement que c'était par exemple l'oncle qui parlait, le père qui parlait, que c'était Marie Curie qui parlait. Enfin bref, c'était vraiment intuitif, c'était comme ça. J'avais pas besoin de réfléchir et de me dire mince, c'est qui parle. Non, vraiment ça allait. C'était vraiment très fluide et elle incarnait les personnages mais vraiment de façon incroyable. Et vraiment j'ai adoré. Ça nous parle de toutes les femmes de science de façon pas simplifié, mais on va dire que il faut pas être un as de la science pour comprendre. Et donc dedans on va nous parler de Marie Curie et de la radiation. Je me rappelle pas de tout parce que ça fait quand même un long moment que je l'ai écouté. Mais bref, c'est Louise qui nous raconte avec humour 25 femmes qui ont marqué l'histoire des sciences. Et vraiment, j'ai adoré. Je vous le conseille fortement en livre audio. Après, je vous le conseille en roman. Mais moi, je ne l'ai pas lu en roman, donc sur papier. Donc, je ne sais pas comment c'est. Mais franchement, en livre audio, pépite. Vraiment, il était incroyable. Si vous voulez lire des livres audio, je sais qu'il y a plein de booktubeuses et sur Instagram, il y en a plein qui en parlent. Mais il y a Nextory. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos pour avoir un essai de 30 jours gratuit, comme ça vous pouvez voir ce que vous aimez ou si vous aimez pas. Comme ça vous laisse le temps d'écouter par exemple ce livre audio là, je crois qu'il y est. Je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Mais je crois qu'il y est. Oui, il est juste ici. Donc il y est. Donc pas d'excuses pour ne pas le lire, franchement, vraiment. C'est incroyable, j'ai adoré. Ensuite, parce qu'on va aller un peu vite, parce qu'on parle quand même de beaucoup de livres, pour l'université, et oui, on revient à l'université alors qu'on est au mois d'août. Nous sommes le 5 août aujourd'hui et je vous parle quand même d'une lecture que j'ai dû lire pour l'université pour le mois de mai. Et je l'ai lu... Je crois que j'avais commencé à le lire pendant mon challenge des 24 heures de lecture. Alors je suis obligée d'être un peu avachée parce qu'il y a mon chat qui veut pas se retirer de mes jambes. Donc si je bouge, elle va se mettre à miauler. Elle est très possessive en ce moment parce qu'on a adopté 2 autres petits chats et donc elle est un peu possessive avec nous. Donc j'ai lu, je vous le rapproche un peu, Un lieu à soi de Virginia Woolf et non pas Une chambre à soi. Je fais des bêtises. Et non pas Une chambre à soi parce que donc j'ai adoré la nouvelle traduction Un lieu à soi au lieu d'une chambre à soi parce que justement Virginia Woolf dedans elle dit qu'une femme ne doit pas être forcément dans une chambre mais qu'elle doit avoir un bureau à elle, un endroit à elle. Et ça signifie pas la cuisine, le salon ou la chambre, mais vraiment un lieu où c'est elle et sa créativité, elle et les choses qu'elle souhaite faire.
Et vraiment, le terme un lieu à soi est beaucoup plus parlant qu'une chambre à soi sur le discours de Virginia Woolf. Donc là, on est sur la traduction de Marie Dariussec qui avait écrit Être ici une splendeur. C'est une biographie sur Paula Baker qui était incroyable. Et donc moi j'ai lu sa version à elle de Virginia Woolf, Un lieu à soi, et c'était pépite. Il y a dedans des phrases où j'étais waouh. Il y a des explications théoriques sur William Shakespeare, sur comment il aurait écrit ses œuvres, sur une potentielle femme derrière ses œuvres. Et vraiment j'ai adoré. Le fait qu'elle se promène, on est sur 3 jours je crois si je me trompe pas, si je me souviens bien. Le fait qu'elle se promène dans une université et elle veut atteindre la pelouse et elle marche dessus et là un homme lui dit non 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 non, vous c'est le gravier, vous n'avez pas le droit de marcher sur la pelouse, vous marchez sur le gravier. Elle fait bon d'accord, une interdiction pour les femmes, tant pis, elle obéit. Elle souhaite aller à la bibliothèque et là on lui dit non, tu dois être accompagnée d'un homme. C'est une femme dans une bibliothèque? Non. Tu dois être accompagnée d'un homme ou alors avoir un mot qui justifie le fait que tu ailles dans la bibliothèque. Enfin bref, c'est poignant. Il y a des phrases où j'étais mais oui, c'est encore d'actualité aujourd'hui. On est quand même en 1929 où Woolf répond car une femme n'aurait pas eu un lieu à elle pour écrire. De quel lieu s'agit-il? Espace concret de la pièce de travail où s'isoler, espace temporel où les femmes sont libérées des tâches domestiques, espace mental où elles sont libres de penser, espace de liberté économique aussi qui leur permettent de s'assumer seules. C'est enfin l'espace qui reste à créer dans la tête des hommes et des femmes pour admettre que oui, les femmes peuvent travailler, penser et écrire à l'égal des hommes. Vraiment, s'il y a une œuvre féministe que vous devez lire, c'est bien celle-ci. Même s'il y a des choses qui sont un peu dépassées avec notre temps, mais il y a des choses qui sont mais tristement encore réelles aujourd'hui. Et ça fait mal de se dire que depuis cette époque-là, les choses n'ont pas changé pour les femmes. Je vous le conseille fortement. Ensuite, vous allez rire, mais pour l'université, j'avais lu le conte de Roule Galette et j'avais appris une chose incroyable. Le conte de Roule Galette que nous on connaît depuis qu'on est petit, c'est une femme qui prépare une galette pour son mari parce qu'il a envie d'une galette et elle lui en fait une, mais elle n'a pas de farine et elle va balayer dans son grenier pour retrouver des petits grains de blé pour en faire de la farine. Une fois qu'elle a réussi à faire sa galette, elle la laisse à refroidir sur le bord de la fenêtre et la galette n'a pas envie de rester sur le bord de la fenêtre et elle se met à rouler. On a la chanson Je suis la galette, la galette. Je suis sûre là je vous ai débloqué un souvenir de maternelle. Je suis faite avec le blé retrouvé dans le grenier. Allez, dites-le. Moi je l'ai chanté à mes parents, je l'ai chanté à mes frères et sœurs. Personne ne l'a reconnu. On a tous étudié ça en maternelle. Enfin bref, du coup la galette, elle se met à rouler, jusqu'à trouver un ours, jusqu'à trouver un lapin, tous veulent la manger, mais elle est tellement rapide que personne n'arrive à la manger, sauf le renard qui lui est très rusé et qui arrive finalement à la voir. Et je vous laisse découvrir ce conte si vous ne le connaissez pas. Et donc ce conte a de base une origine donc il s'appelle Kolobok et son origine est slave. Et donc on est sur une galette qui parle et un renard. Ils associent ce conte à la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Donc voilà, j'étais trop contente d'apprendre l'origine du conte de Roule Galette. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais voilà, je vous ai donné une petite information comme ça. Et donc j'avais adoré ma lecture de Roule Galette, bien évidemment. Ça m'a plongée en enfance, ça m'a permis d'ajouter des petits trucs en plus dans mes devoirs pour l'université. Ça m'a permis d'avoir des points en plus. C'est toujours une info qui fait du bien, moi je dis. Ensuite, j'ai lu en partenariat avec la maison d'édition Delcourt, Tombée de la lune de Yunbo. Et on est sur l'histoire d'une jeune femme qui vit avec son père, enfin une très jeune femme qui vit avec son père et qui est très malade. Elle tousse beaucoup, elle est très fragile, elle a froid, enfin bref, c'est vraiment... Par contre, je n'ai plus l'époque, mais c'est assez ancien, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle va aller dans une maison de repos pour qu'on puisse l'aider à se soigner, à se guérir. Et elle va faire la rencontre dans cette maison d'une jeune fille en cherchant son petit chat. Et elle va la rencontrer et elles vont passer des nuits ensemble à rire,
ça lui fait du bien, elle réussit à guérir avec elle revit, elle retrouve la joie de vivre. Sauf que cette personne n'est pas réellement ce qui elle croit être. Et bon, je vous en dis pas plus parce qu'on est sur une bande dessinée qui a des illustrations juste magnifiques. L'histoire, il y a eu une scène qui m'a... Parce que quand on comprend la fin, on se dit oula, un peu bizarre, mais l'histoire est magnifique, les traits sont magnifiques, les dessins sont magnifiques, c'est touchant, c'est doux, c'est plein de petits chats. Et moi qui adore les chats, c'était l'histoire parfaite. Donc en vrai, je vous conseille cette lecture si vous aimez les petites histoires avec des rapports à la lune, avec des fantômes, des esprits, des chats. Voilà. Et je l'avais lu il y a longtemps cette histoire. Parce que je l'ai plus trop en tête. Ah, le 29 mai, donc oui. Le 29 mai, j'ai lu aussi Belfort et Lupin, tome 1, SOS Carpe Diem. Je ne te touche pas, Azraël, ne t'inquiète pas. Et on est sur deux petits... Enfin, sur un chien et un loup qui protègent Versailles. Et donc, c'est un petit chien. Je me rappelle plus comment il s'appelle le chien. Je me rappelle plus si c'est Belfort ou... Ah, non, le chien, c'est Belfort. Ouais. Belfort, il est le garde de Versailles et un jour, le roi demande à ce que toutes les fontaines soient mises au même temps, au même moment et pleines d'eau. Et en fait, ça raconte que au fait, on pense que, on a l'impression que les fontaines à Versailles étaient tout le temps allumées, tout le temps toutes allumées en même temps. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas assez d'eau pour qu'elles soient toutes allumées en même temps. Et en fait, du coup, ils allumaient au fur et à mesure du trajet des gens les fontaines pour donner l'illusion d'avoir toujours des fontaines allumées. Et le roi décide d'ordonner d'allumer toutes les fontaines en même temps, sauf que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est les gardiens des fontaines, ceux qui... Ah, ils disent pas dans le résumé, je me rappelle plus. En gros c'est les gardiens des fontaines, ceux qui réfléchissent sur les techniciens des fontaines, on va dire. Ils lui disent mais non c'est pas possible parce qu'il n'y aura pas assez d'eau et tout ça, et le roi lui dit si il faut le faire parce qu'aujourd'hui c'est une journée extraordinaire, il faut le faire parce qu'il y a la visite d'un homme qui vient et c'est hyper important. Et donc Belfort et Lupin vont se rendre compte qu'en ayant allumé toutes les fontaines, il n'y a plus assez d'eau pour leurs amis les poissons qui vivent dans une fontaine qui est en train de littéralement se vider. Et donc on est sur l'aventure d'un chien et d'un loup qui vont essayer de sauver leurs amis les poissons. Voilà. Les illustrations sont très mignonnes. C'est une bande dessinée que j'ai reçue en partenariat avec les éditions Dupuis. C'était mignon à lire, c'était un tome 1 très bien, mais je ne sais pas si je vais continuer ma lecture sur cette bande dessinée-là. J'ai adoré les documents à la fin qui expliquaient comment ont été créées les fontaines, le fonctionnement, et le fait que le fonctionnement est toujours le même aujourd'hui. Et expliquer aussi l'histoire des statues qui ornent les lacs et les fontaines du jardin de Versailles, enfin du château de Versailles. C'était vraiment très intéressant. Donc si vous aimez l'histoire, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Toi Ulysse et ton Odyssée en partenariat avec les éditions Scrinéo, et c'est un Tu es le héros. On suit Ulysse qui est plein d'aventures, enfin qui mène plein d'aventures pour retrouver sa famille à Ithaque, et donc on doit faire des choix. On fait des choix d'objets au début, on fait des choix d'accepter ou non certaines missions pour pouvoir mener à bien notre voyage vers Ithaque. Et personnellement, je suis morte 2 fois en jouant. Il y a des versions où c'est très rapide, par exemple en 30 minutes j'étais morte, donc c'était fini pour moi. Et par contre, au moment où j'ai réussi à atteindre du coup Ithaque et j'ai réussi à retrouver ma famille, ça m'a pris bien 2 heures de lecture à ce moment-là. Le temps d'écrire, mais ça c'est tellement bien. On apprend des choses sur le mythe d'Ulysse, vraiment. Et c'est une très bonne lecture, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée qui m'a fait mal au cœur, mais waouh! C'est Pan, t'es mort de Marie-Francine Hébert et Jean-Luc Trutel aux éditions Les 400 coups. Et on suit 2 petits garçons, un qui vit dans un monde de guerre, dans un pays en guerre, avec du terrorisme, avec des meurtres, enfin des bombes partout, des coups de feu qu'il entend H24, il se réveille le matin, il y a des coups de feu, il s'endort la nuit, il y a des coups de feu. Bref, c'est vraiment une vie horrible, une vie de misère qui ne devrait pas exister.
Et on suit un autre petit garçon qui lui joue à un jeu vidéo de guerre et il rigole de tuer des personnages avec son fusil, avec ses bombes. Et ses parents lui disent un petit peu mollo sur les jeux vidéo, mais ce garçon est omnubilé par son jeu. Et pour lui, c'est rien la guerre. Il vit dans une ville où on est en paix, où il peut avoir à manger tous les jours, où il peut avoir à boire comme il veut, enfin, où il est littéralement libre de faire ce qu'il veut. Et on a vraiment cette différence entre ce garçon qui joue, qui tire sur des gens comme si de rien n'était, comme si tuer dans un jeu vidéo c'était rien. Et on a ce contraste avec ce garçon qui vit en plein milieu de la guerre. C'est waouh. Cette bande dessinée, elle m'a fait mal, vraiment au cœur. Je déteste la guerre. Je pense que tout le monde déteste la guerre. Toute personne saine d'esprit déteste la guerre. Mais lire d'un point de vue d'un petit garçon, c'est pire parce que surtout qu'il y a une scène où son père est à l'extérieur et il entend des coups de feu et il se dit mon Dieu, j'espère que c'est pas mon papa. Mais moi j'étais en mode. Vous imaginez? Wow, quand je bouge la caméra, elle fait des petits trucs de lumière. Enfin bref. Ensuite, j'ai lu une autre petite bande dessinée de Marie-Francine Hébert et c'est un beau zéro, toujours édition Les 400 coups. Et dans cette petite bande dessinée, enfin plutôt un petit livre illustré jeunesse, on suit l'histoire d'un petit garçon où la maîtresse demande au retour des vacances de Noël ce qu'ils ont fait à Noël, s'ils ont passé des bonnes vacances, et ils doivent en faire une petite rédaction. Sauf que tout le monde écrit un texte sur ah, j'ai passé un moment avec ma famille, c'était trop bien, j'ai eu des cadeaux, on a bien mangé, on a chanté les chansons de Noël. Voilà, il y en a plein qui parlent de vacances de Noël incroyables, chaleureuses avec leur famille. Et lui, il est là, il a son crayon en la main et tout ce qu'il pense, c'est pendant ces vacances, mes parents se sont disputés. Et vraiment, c'est très. C'est. De toute façon, je pense que cette autrice, elle écrit des œuvres très poignantes et très ancrées dans le réel. C'est pour dénoncer des choses et pour expliquer aux enfants certaines choses, je pense. Et là, on est vraiment sur un petit enfant qui écoute ses parents s'engueuler. Il comprend qu'il y a un problème dans sa famille et il se dit que s'il ne raconte pas quelque chose de beau qui s'est passé pendant ses vacances, il va avoir un beau zéro par la maîtresse. Et vraiment, c'est poignant. Vraiment, je vous conseille les œuvres de Marie-Francine Hébert parce que vraiment, c'est très poignant, c'est magnifique. Ils sont disponibles sur Nextory si vous voulez. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Ensuite, j'ai lu en partenariat avec Imaginary Edge Edition Toi, moi et l'Antarctique de Caroline Pfeiffer. Pfeiffer. Vous verrez l'illustration. Et ça a été un énorme coup de cœur. Alors en fait, on suit l'histoire de Jules Sébastien Dumont d'Urville. Jules Sébastien Dumont d'Urville, qui est l'explorateur de l'Antarctique. Donc c'est lui qui a décidé de faire le voyage pour que la France puisse découvrir l'Antarctique et y mettre son drapeau. Et donc on suit... comment il s'appelle déjà? J'ai le prénom de sa sœur mais pas son prénom à lui. Havel. On suit l'histoire de Havel qui sa sœur doit se marier mais elle n'a pas envie de se marier. Elle est très féministe, elle était incroyable, je l'ai adorée, elle s'appelle Lilibelle, elle est trop bien, je l'ai adorée, c'était mon personnage préféré. Quand elle parlait, j'étais... Parfait meuf, vraiment. Je pense qu'à cette époque-là, une femme qui parle comme ça se passait pas aussi bien. Mais là, étant donné qu'elle était déguisée en homme pour pouvoir monter dans le navire de Jules Sébastien Dumont d'Urville, on va l'appeler juste Sébastien, comme il l'appelle dans le livre. Et donc pour pouvoir aller dans ce bateau-là, pour pouvoir explorer et pouvoir découvrir la faune et la flore des pays qui vont découvrir au fur et à mesure de leur périple jusqu'à l'Antarctique, Lilibelle, elle va demander à son frère de partir avec Sébastien sur son navire pour qu'elle puisse y aller, parce qu'une femme ne peut pas partir à l'aventure. Et donc elle se déguise en homme pour pouvoir y aller. Et lui, son frère, il est cartographe, enfin plus illustrateur que cartographe. Et donc grâce à ça, il peut aller sur le bateau et il est censé cartographier les pays qu'il découvre, les paysages qu'il voit, la mer, tout ce qui... Voilà, leur trajet.
Et sauf qu'il y a une petite histoire d'amour qui se crée entre Sébastien et Havel. Donc c'est une romance MXM sur la découverte de l'Antarctique. Et vraiment, j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur. Je l'ai dévoré, je l'ai bouffé. Si vous aimez l'atmosphère du voyage en bateau, les romances MXM, les filles hyper badass féministes qui parlent de botanique. Et je me rappelle plus en quelle époque ça se passe, mais c'était il y a très 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 longtemps, en 1837. Donc si vous aimez l'atmosphère de 1837, je vous conseille fortement ce livre parce que moi ça a été un coup de cœur. J'ai écouté en livre audio Ouvre-moi de Claire McKeown, lu par Charlotte Campana. Et du coup on est sur l'histoire de Hélène et Georges qui déménagent dans une belle grande maison. Hélène, elle est infirmière, enfin elle est médecin. Et oui, c'est même pas infirmière, c'est médecin qu'elle est. Et dans un hôpital. Sauf qu'il s'est passé quelque chose à l'hôpital, et donc elle peut plus vraiment exercer son métier parce qu'elle a honte, elle est stressée. Elle se dit qu'elle n'arrivera plus jamais à sauver quelqu'un, elle n'arrivera plus jamais à sauver des vies en fait. Et donc son mari lui dit bah c'est pas grave, on va déménager, on va refaire une vie, tu vas pouvoir choisir le métier que tu veux faire. Et lui, comme il est auteur, bah, il est un peu flexible, il peut travailler de partout. Enfin, il est auteur journaliste, je crois. Et donc il décide d'emménager dans une grande maison, et c'est Georges qui a tout fait. Donc Georges, il a fait les papiers, il a cherché la maison, il a trouvé la maison, il a fait le déménagement. Et Hélène, quand elle arrive dans la maison, elle se dit waouh, il y a quelque chose de bizarre dans cette maison, mais c'est peut-être parce que elle est en train de changer de ville, de maison. Sa vie est complètement bouleversée, donc elle se dit waouh, c'est peut-être moi qui a un petit problème, donc c'est pas grave. Elle n'en parle pas tout de suite à Georges, mais donc ils vont faire des travaux dans cette maison-là. Et il va se passer plein de choses bizarres. Déjà, les ouvriers vont avoir des petits accidents un petit peu problématiques. Ensuite, ils vont découvrir des animaux morts dans leur maison. Ils vont se rendre compte que dans leur cave, il y a un petit souci. Et ils vont comprendre aussi au fur et à mesure que dans le village dans lequel ils ont décidé d'emménager, il s'est passé une série de meurtres qui a inclus deux petites filles et un homme. Et la personne est en prison, mais on ne sait pas tout de cette histoire. On ne sait pas pourquoi Georges cache des choses à Hélène, et on ne sait surtout pas pourquoi Hélène cache des choses à Georges. Donc on est sur un couple qui ont emménagé dans une maison. Ils ont plein de questions autour de cette maison, mais ils n'osent pas se les poser parce que chacun a les réponses aux questions de l'autre, mais ils ne savent pas vraiment ce que l'autre sait. Donc ils n'osent pas se parler, et vraiment j'étais mais waouh, ça devient un peu toxique leur relation parce qu'ils s'aiment mais ils n'osent pas se parler. Ils ont tous les deux des problèmes dans la maison mais ils n'osent pas en parler. Ils ont l'impression que la maison elle est hantée mais ils n'osent pas se le dire. L'atmosphère est dingue, l'histoire est dingue, les révélations à la fin sont pépites, vraiment sont dingues. Sauf que j'avoue les avoir. Je pense que à partir. Il faisait 11 heures de livre audio, je crois. À partir de 6-7 heures, je ne me rappelle plus combien. Enfin bref, à partir d'un certain moment, je crois qu'à 50%, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Et du coup, la révélation, elle est. En vrai, ce que l'auteur a fait, c'était incroyable. Mais comme je l'avais deviné avant, la révélation n'a pas fait. Ah, mais j'ai été en mode ah oui, du coup j'ai bien compris, et qu'est-ce que c'est bien fait. Voilà, bref. C'était trop bien, vraiment, c'était trop trop bien. Il est édité aux éditions Hauteville, si ça vous intéresse, et vraiment, pépite ce roman. Ensuite, j'ai lu enfin un livre papier. Il y en a qui est tombé. J'ai enfin lu Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Folio Junior, avec des petites illustrations. Alors au début, je me suis dit non, c'est pas pour moi, ça le fait pas. J'aurais dû le lire quand j'étais petite parce que là, je le lis trop d'un point de vue d'adulte. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit on recommence, mais on le lit de façon plus cool, plus chill, sans se poser trop de questions, sans essayer de comprendre, de façon enfantine. Et là, je me suis dit mais oui, quand on le lit de façon enfantine, mais qu'est-ce que c'est pépite. Et quand on y repense en étant adulte, on se dit mais purée, c'est encore plus incroyable. Alors que si on le lit d'un point de vue adulte, en y réfléchissant directement, bah, je me suis ennuyée au début. Alors que quand je me suis dit non, on va recommencer la lecture, on refait correctement, on lit d'un point de vue enfant et on réfléchit une fois qu'on a tout lu, incroyable. Vraiment, je vous le conseille, je vous conseille de le lire en ayant un regard d'enfant et de le réfléchir
de façon adulte une fois que vous l'avez terminé, parce qu'après vous allez voir, vous allez vous dire, oh, il y a des choses, mais c'est percutant, vraiment. J'avais relevé des citations, mais moi je ne surligne pas dans mes livres. Du coup, j'écris sur des post-it les citations et j'ai perdu les citations. Du coup, il faudrait que je retrouve les pages qui m'ont fait oh, waouh, ça c'est incroyable. Enfin voilà. Je vous le conseille du coup. Abysse de cendre, tome 1, La Sphéria de Malia Bellrune aux éditions Sparkle Édition. Et ça a été un coup de cœur, mais phénoménal. Un coup de cœur incroyable. Je vous jure que ça a été un coup de cœur, mais voilà. En gros, on est sur l'histoire de Alia qui a une force herculéenne et qui est prof de judo. Je me rappelle plus. Bref, elle est prof de self-défense, on va dire, d'un sport de combat. Et donc, elle a des relations assez intimes avec un de ses collègues. Et elle est très sensuelle, vraiment. L'écriture de l'auteur était sensuelle. Le personnage était érotique, vraiment très sensuel. La plume de l'auteur allait très très bien avec le personnage, il faisait chaud. Et elle est hyper... En fait, c'est un personnage chaud parce que du coup, elle a le... Je sais pas trop comment vous dire sans vous spoiler en fait. En gros, elle a des super pouvoirs et elle a du feu en elle. Voilà. Et on sait qu'elle a des problèmes avec sa famille, mais on ne sait pas quoi. Il y a beaucoup de secrets autour de sa famille. Et donc un jour, elle va recevoir un message de... Je sais pas comment faire pour sans vous spoiler, c'est horrible. Je sais pas comment appeler les personnages sans vous spoiler, parce que moi du coup maintenant je sais qui sont ces personnages-là dans l'histoire. Et j'ai envie de dire par leur appellation normale, mais c'est trop dur. On sait qu'elle a des petits secrets. Elle a eu des problèmes avec son père et du coup on va essayer tout le long du livre de comprendre ce qui s'est passé parce que ils disent qu'il s'est passé un événement avec son père mais on ne sait pas quoi. Vraiment on ne sait pas quoi jusqu'à 80% du livre. Vraiment c'est la crise des 80% à la fin, vous savez, on a toutes les révélations qui arrivent, les personnages qu'on se dit t'étais là toi à ce moment-là genre qu'est-ce que tu faisais là à ce moment-là, pourquoi t'étais là et pourquoi maintenant t'es là aujourd'hui. Vraiment les personnages c'était incroyable. Chaque personnage a un secret et ils sont incroyablement bien construits. Je vais vous laisser aller voir le résumé parce que... Ah, attendez, dans le résumé, ils en parlent. Lors d'une éruption volcanique sur l'île de Caillou, Principe, 20 ans plus tôt, un énorme nuage pyroclastique a obscurci notre monde, provoquant des répercussions désastreuses. Depuis ce jour, toutes les femmes sont devenues stériles. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est impossible d'avoir des enfants maintenant. Alia, épargnée de cette infertilité par le volcan, s'est vue également léguer son puissant pouvoir du feu. Ces particularités vont éveiller l'intérêt de la Sphéria, une organisation maléfique où chaque membre est possédé par une entité démoniaque dirigée par le propre père de la jeune femme, envers qui elle voue une haine infinie. Poussée par une soif de vengeance contre son patriarche, Alia réussira-t-elle à détruire la Sphéria ou se laissera-t-elle embraser par le feu incontrôlable qui coule dans ses veines? En fin de compte, est-elle vraiment capable de tous les sauver? Voilà. À quoi ressemblerait la Terre quand l'être humain disparaîtra? Ce n'est plus qu'une question de temps. Voilà, en fait, il fallait que je vous lise le résumé parce que je n'arrivais pas à vous faire un résumé de ce chef-d'œuvre. Le style d'écriture était incroyable, les révélations, la construction de l'histoire. Le livre, l'auteur, elle a cherché des choses, mais quand les révélations, elles tombaient, j'étais, mais waouh! Si on relit le livre, en fait, on se rend compte que tout était déjà dit depuis le début, mais qu'on n'avait juste pas compris les liens entre les personnages. Mais c'était incroyable, vraiment, c'était incroyable. Je vous le conseille, vraiment, je vous le conseille. J'ai lu une petite bande dessinée. Il s'agit de La famille Tango, tome 1, aux éditions Dupuis, de Karim Alian et Henri Calais. Et on est dans la vie de Tina Tango, qui est une collégienne mexicaine. Et il y a des petits problèmes qui se passent et on va apprendre que, en fait, sa mamie est hyper cool. Et donc, on apprend que sa maman a disparu très mystérieusement et que sa mamie n'est peut-être pas... n'a peut-être pas donné toutes les informations sur la disparition de sa mère. Elle n'ignore peut-être pas comment sa mère est disparue. Enfin, a disparu. On va parler français. Et du coup, la jeune fille
Kim, je crois que c'est... Non, c'est Tina. Et elle est amie avec Kim. Et j'avais adoré parce il y a des thèmes, surtout avec le personnage de Kim. Elle est très méchante avec Tina et en fait on se rend compte qu'elle est méchante parce que dans sa famille les gens sont méchants et elle a cet exemple-là d'être méchante envers les autres. Et vraiment j'ai trouvé que c'était très 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 bien abordé, vraiment très très bien abordé, c'était très intéressant. Et du coup Kim va piquer le livre, le carnet que Tina a de sa mère, elle va lui voler. Et il va se passer des choses très étranges chez elle et Tina va l'aider à se sauver de ce qui se passe très étrange chez elle. Je crois que ses parents sont transformés en chats. Je me rappelle plus, je crois que c'est ça. Je l'ai lu il y a très longtemps. Et vraiment, heureusement que Tina est là parce que c'est très bizarre. Et du coup, Kim et Tina deviennent meilleures amies. Et Tina va apprendre que sa grand-mère ne lui a pas tout dit. Et du coup, Tanya, Kim et sa grand-mère vont à la recherche du dieu chat qui souhaite effacer tous les contes que les hommes connaissent pour pouvoir régner sur le monde. C'est très intéressant, j'ai vraiment adoré. Euh, c'est une histoire complète en 2 tomes, donc c'est une toute petite série et je pense que dès que je peux, je me procurerai le second tome parce que j'ai adoré. J'ai lu Mocheton de Saxe, donc c'est Mocheton, pardon, tome 1. Je suis mal dessinée, mais c'est la vie et j'ai adoré, c'est à mourir de rire. C'est une petite bande dessinée qui est dessinée avec juste un petit bonhomme en bâton et des fois on a des petits trucs un peu... comment dire, il y a des fois, il y a des trucs un peu mieux dessinés qui arrivent et Mocheton il est en mode ouais, il y a des trucs qui arrivent dans ma vie. Et des fois, on a juste Mocheton qui dit mais j'en ai marre de vivre dans un monde blanc, il y a rien. Le dessinateur il veut rien faire, il veut pas me dessiner autre chose. Et vraiment, c'est très drôle, c'est à mourir de rire. Je ne saurais pas comment vous résumer cette œuvre qui est juste humoristique et qui montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir des beaux dessins pour raconter une histoire drôle et plaisante à lire. Donc vraiment, j'ai apprécié ma lecture. C'était drôle. Dans le résumé, il dit tout ça. Alors, Mocheton est un petit personnage qui se trouve mal dessiné et se désole de vivre dans un monde vide parce que vraiment, c'est vraiment le petit bonhomme bâton dans une case blanche ou des fois avec une case avec des petits trucs entre. Mais vraiment, c'est hyper drôle. Tout ça parce que l'auteur est trop paresseux pour en faire plus. Pourtant, il aimerait bien avoir une famille, aller à l'école, avoir des copains pour faire des gags, etc. Mais l'auteur n'aura jamais le courage de tout dessiner. Et j'ai adoré. C'était trop drôle. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez trouver ce livre, mais j'ai adoré. N'ayez pas peur de l'état de ce livre. Pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai retrouvé chez mes parents, qui a dû vivre la guerre. C'est le thème du livre en plus. Parce que vraiment, il a été édité en quelle année? En 1947. C'est en bon état pour 1947. Ok. Donc pour un livre qui vit depuis 1947, ça va corps, hein. Ça va corps. Donc on est sur la respectueuse, suivie de Mort sans sépulture de Jean-Paul Sartre. Histoire, nous avons 2 histoires et alors la première c'est du coup la plus respectueuse qui est l'histoire d'une femme qui se fait qui a une agression sexuelle dans un train qui est commise et du coup les hommes courent après un homme noir parce qu'il n'y a que les hommes noirs qui sont connus pour violenter les femmes. Voilà, alors déjà le début j'étais en mode ça va pas faire, je vais m'énerver. Mais, il y a un potentiel incroyable dans cette histoire, c'est que du coup cette femme elle essaie de faire comprendre au monde que non, c'est pas ce pauvre homme qui l'a touché, qui l'a agressé, et c'est pas parce qu'en plus il est de couleur noire et il est étranger que c'est lui qui a commis ce crime, parce que c'est bel et bien un homme blanc qui a commis le crime. Sauf que puisque les hommes blancs sont des personnes qui aident le pays, on est dans les stéréotypes, on est d'accord, qui peuvent donner de la richesse au pays, qui peuvent donner une bonne image au pays. À aucun moment on dit ah mais oui mais non, si c'est lui qui l'a agressé sexuellement, c'est pas grave, on va accuser quelqu'un d'autre en fait. Ça peut pas être un blanc qui agresse une femme, c'est pas possible. Alors je suis désolée d'utiliser les termes blanc et noir, mais déjà dans le livre ils utilisent un terme qui est horrible
et qui, je crois qu'à notre époque, n'a plus le droit d'être utilisé. Attendez. Ah, là. Voilà, ils utilisent le terme le nègre qui est très 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 très... Voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est que Lizzie, c'est une femme qui est forte. Au début, elle s'est laissée embobiner et après, au bout d'un moment, elle se dit mais non, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. C'est une injustice. On est en train de violenter quelqu'un. On est en train d'accuser quelqu'un. On veut tuer et tabasser quelqu'un. Enfin, tabasser à mort, quoi. Ce pauvre homme qui a rien fait, qui était juste là au mauvais moment. Et j'ai trouvé ça tellement poignant. Et je me suis dit, c'est tellement horrible qu'à une époque, c'était normal de faire ça. Enfin, normal. Ça, pour moi, même à cette époque-là, je ne pense pas que ça aurait été normal dans ma tête. Mais c'était autorisé de d'agresser des gens, d'accuser des gens, de dire que c'est eux qui étaient criminels juste pour une couleur de peau. Bon, bref, voilà. Et donc le deuxième, parce que c'est une pièce de théâtre, j'ai oublié de vous dire. La deuxième pièce de théâtre, c'est Mort sans sépulture et on est sur une histoire de plusieurs personnages qui sont enfermés dans une pièce et qui vont être prochainement torturés parce que c'est des résistants pendant la guerre et ils connaissent des choses. Ils doivent révéler un prénom pour que les ennemis puissent aller tuer leur chef. Et c'est tellement horrible. Il y a des moments où il y a une scène où le personnage il supplie de ne pas se faire tuer et il a même pas 16 ans. Et moi j'étais mais non, 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 ça doit pas se passer comme ça. À 16 ans on doit vivre, à 16 ans on doit avoir des rêves plein la tête et la vie devant soi. On doit pas être en train de supplier quelqu'un de pas le torturer et de pas le tuer, bordel de... Hein. Donc vraiment c'était poignant, c'était horrible. La fin elle m'a fait... Alors j'étais au travail. La fin m'a fait pleurer, j'étais au travail. Voilà. Il est dans un piteux état. Je l'avais pris parce que j'étais dans la piscine de mes parents et j'avais envie de lire un livre et je m'étais dit non mais on va pas prendre un livre en bon état pour aller dans la piscine. Du coup j'ai pris ça qui était vraiment en piteux état. Et mais bordel, pardon. C'était une lecture incroyable. Vraiment une lecture incroyable. J'ai lâché des larmes, j'ai lâché les larmes, c'est potentiellement possible aussi. J'ai lâché mes plus grosses larmes, j'ai été en tension, j'ai eu peur pour des personnages, j'ai été énervée. Et donc voilà, vraiment ce livre, merde, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai perdu. Alors, je ne sais pas où il est, mais je l'ai perdu et en plus, je l'avais en format papier, je l'ai lu en format papier et je ne sais pas où il est. Il s'agit de 80 Charing Cross Road de Helen Hanff et aux éditions Le Livre de Poche. Et en fait, pour vous expliquer cette histoire, on est sur une correspondance par lettre entre Helen Hanff et les employés et les directeurs de la librairie Mark & Co. Qui habite du coup cette librairie là est située en Angleterre au 84 Charing Cross Road. Et donc on va suivre l'humour de cette femme, de Helen Hanff, qui demande des livres en Angleterre parce que les livres en Angleterre sont moins chers, ils sont d'une beauté incroyable parce qu'en Angleterre il y a une pauvreté qui s'installe, ils ont des problèmes et donc les riches qui possèdent des belles bibliothèques dans des beaux châteaux doivent revendre leurs livres à prix mais tellement bas. Et donc elle qui est aux États-Unis, elle va leur acheter et du coup elle va se retrouver avec des pépites que elle-même elle se dit j'arrive même pas à réaliser que ce livre qui est magnifique je l'ai eu pour 2 $. Voilà. Et donc on a cette histoire hyper touchante, hyper chaleureuse entre eux où ils se sont jamais vus. Ils s'échangent juste des lettres, des livres et de la nourriture. Elle leur offre des œufs parce que là-bas en Angleterre ils peuvent pas en avoir. La nourriture est rationnée, du coup elle leur envoie du café, elle leur envoie plein de choses qui leur permettent de vivre beaucoup mieux, de vivre de façon moins stressante avec de la nourriture qui peuvent se nourrir de jambon, de tout ce qu'ils veulent, de viande parce qu'ils en ont pas là-bas en Angleterre. Et vraiment c'est touchant. L'histoire elle est vraiment touchante. J'ai vu qu'ils en avaient fait un film, je sais pas si je vais le regarder, mais vraiment c'est un livre que je vous conseille. Alors je vous conseille pas de le lire en vous disant qu'il va se passer grand chose. Parce qu'il se passe pas grand chose.
C'est une correspondance entre deux personnes qui s'envoient des livres. Elle demande des livres, il lui envoie des livres, nanana. Elle a des touches d'humour, des fois elle s'énerve parce qu'il lui envoie des aberrations littéraires. Et on a aussi la communication entre Hélène et la famille des libraires. On a plein de choses comme ça et vraiment c'est très touchant. Et jusqu'au bout, il lui dit mais venez en Angleterre, venez en Angleterre. Et je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire. Mais vraiment, cette histoire, elle est... C'est encore une histoire que j'ai lue au boulot. Et c'est très touchant. J'ai lâché mes larmes encore une fois. Je me rappelle avoir lâché un comme ça, en plein boulot. Tellement ça m'a pris au cœur soudainement. Et vraiment, je vous conseille ce livre. Je vous le conseille fortement. J'ai lu une bande dessinée il s'agit de Marceline aux éditions Dupuis et c'est écrit par Claude Combaco. Et c'est une petite fille qui s'appelle Marceline qui a 13 ans et qui un matin se dit oulala, je suis en train de me transformer en chat. J'ai des poils qui poussent, j'ai envie de dormir, j'ai juste envie de rester dans mon lit, je veux rester chez moi. Elle se dit waouh, je suis en train de me transformer en chat, c'est trop bien. Et en fait, c'est pas en chat qu'elle est en train de se transformer, mais elle est en train de devenir une jeune femme. Parce que les règles arrivent et là elle se dit ah mais c'est la puberté, c'est pas le fait de devenir un chat qui fait que j'ai des poils qui poussent. Et c'est tellement bien abordé, c'est tellement mignon que vraiment il faut laisser cette bande dessinée entre toutes les mains des petites filles avant la puberté ou après la puberté pour qu'elles comprennent plus de choses s'il y a des choses qu'elles ne savent pas. Ça permet d'apprendre des choses, de voir les choses et de normaliser la pousse des poils. Parce que le personnage, il se bat contre tout le monde pour dire mes poils, s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'ils ont besoin d'être là. Et donc vraiment, c'est une petite pépite cette bande dessinée. Je vous la conseille fortement, surtout si vous aimez les chats, encore une fois. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu au travail, encore une fois. Je lis des pépites au travail en ce moment, je vous le jure. Il s'agit de Les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour au livre de poche. Et mon Dieu, le coup de cœur. Le coup de cœur. Alors, il s'agit de livres offerts pour 2 achats de livres de poche, vous voyez. Donc, c'était le genre de livre que je ne m'attendais pas à lire, mais que j'ai pris comme ça. Et je me suis dit, bah, je le lis ou je le lis pas, c'est pas grave. Et au final, je l'ai lu et mon Dieu, quel coup de cœur. Quel coup de cœur, vraiment. On est sur l'histoire de plusieurs histoires d'amour. La première, c'est l'histoire de Victoire et... je me rappelle plus comment il s'appelle, le petit garçon. Victoire et qui déjà? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et je vais pas chercher pendant 20 ans. Non, je me rappelle plus. Donc la première histoire, c'est Victoire et un petit garçon qui apprennent la désillusion du premier amour parce que lui, il est fou amoureux d'elle. Ah, ok, c'est là-bas que ça croque. Il est fou amoureux de Victoire, mais elle ne sait pas trop si elle aime, elle sait pas trop c'est quoi l'amour véritable. Et lui, il commence à, du haut de ses 13 ans, je crois, 13, 14, 15 ans, il commence à découvrir le désir que peuvent ressentir les hommes envers une jeune fille, envers une femme. Et il commence à être fou amoureux de sa meilleure amie. Et vraiment, il est là en mode waouh, je l'aime, elle est trop belle. Vraiment, c'est hormonal en fait ce qu'il ressent. C'est les premiers amours de jeunesse, les premiers amours de jeune garçon. Et vraiment, c'est très mignon son ressenti qu'il a envers elle parce que quoi qu'elle fasse, il la trouve magnifique. C'est vraiment un amour tendre, un amour plein de désir. Sauf que elle n'est pas sûre de l'aimer et vraiment, c'est les premiers chagrins d'amour en même temps. Et ensuite, on suit l'histoire de une jeune femme qui, elle, se fait littéralement abandonner par son mari. Son mari, il est là, un jour, il dit « Je m'en vais ». Elle est « Pourquoi ?» Et il lui dit pas. Elle ne sait pas pourquoi son mari la quitte soudainement, pourquoi son mari part. Elle sait même pas où est-ce qu'il va, ce qu'il devient. Elle ne le saura jamais de sa vie. C'est horrible. Tu aimais une personne pendant 20 ans et il te dit « Je m'en vais ». Mon copain, s'il s'en va du jour au lendemain et que je sais pas où il est, je peux pas, j'en mourrais, je pense. Et du coup, on voit le combat de cette femme qui, elle est malheureuse, elle a pas de chance avec les hommes, elle le répète sans arrêt, j'ai jamais eu de chance avec les hommes. Et voilà, on a cette histoire de chagrin, cette histoire de reconstruction qui est magnifique. On suit aussi l'histoire de 2 personnes qui, Rose et Pierre, si je me souviens bien, qui, eux, se sont aimés, se sont rencontrés pendant la guerre
Et ils se sont mis ensemble pour avoir cette bouée de sauvetage, pour avoir cet espoir de vivre. Et vraiment, c'est très beau, c'est touchant. Ils vivent des années ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Enfin, vraiment, c'est... Si vous avez envie d'histoires d'amour hyper mignonnes, de tendresse, d'histoire douce, vraiment, c'est l'histoire la plus douce du monde. Je vous le conseille fortement, vraiment. Et donc voilà, j'aurais réussi à vous faire un résumé très rapide de tous les livres que j'avais oublié de vous parler. Donc de tous les livres que j'ai lus depuis mai jusqu'à hier. Voilà, mon dernier coup de cœur. Trop bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà lu ces livres-là, si vous vouliez les lire. Et surtout si vous pouviez me recommander des livres aussi doudous que celui-ci. Vraiment, je serais trop heureuse d'avoir des livres comme ça encore à lire parce que j'ai adoré ma lecture, vraiment je l'ai adoré. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner.